Salut à toutes et à tous, c'est Rémi. Je vous propose aujourd'hui un enregistrement avec un pote à moi qui s'appelle Oberon. On va parler jeu de rôle. Vous avez dans la description deux timecodes parce que l'enregistrement s'est passé en deux parties. Une première dans laquelle il se présente et on parle de lui et de sa vision du jeu de rôle et un peu du jeu de rôle dans son ensemble. Puis dans une deuxième partie, on aura un aspect un peu plus critique de deux choses. Une boîte qui s'appelle la boîte d'initiation à Alien, éditée par Arcane Asylum, et la politique d'extension des jeux qu'a, je sais plus, White Wolf, je crois que ça s'appelle, l'éditeur de Vampire la Mascarade. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute en espérant que ça vous plaise et je vous dis à bientôt. Salut, ça va? Je suis en train de mâcher. Je peux t'appeler par ton prénom ou on garde que ton pseudo? Ah d'accord, c'est pour un podcast en fait. Oui, oui. Ok, merci de prévenir. Du coup, restons sur le pseudo. D'accord, donc je vous présente Oberon. Salut. J'ai une question, tu sais ce que c'est un traquenard? Bah, je crois que je suis en train de le vivre. Voilà, donc on a... il est une certaine heure un peu avancée, tranquillement. On a bu quelques bières et puis j'ai sorti la table de mixage parce que Oberon, tu vois, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît, toi et moi. Je sais plus, 3 ans, 4 ans. Non, Ah ok, avant en Covid, plus je sais pas compter, c'est bien. 6. Je connais depuis 2018. Ouais, tant que ça. Donc 7 ans. Vous l'aviez entendu pour les premiers et premières auditrices pour une poignée de review à l'époque où on avait voulu tenter un nouveau format qui s'appelait Kubrick dans mon salon. C'était sympa. Et malheureusement, ça n'a pas abouti, c'est dommage. Mais bon, bref, ce qu'il faut savoir à propos de Oberon, c'est qu'il est MJ, maître de jeu. Oui. Et voilà. Et donc tu inaugures un nouveau format que je voudrais faire, qui est quelque part entre la discussion, le portrait et la critique de jeux de rôle dans son ensemble. Donc on va quand même commencer... Et ça t'aurait vraiment arraché la gueule de me prévenir. Oui, mais c'est ça, tu sais, moi la spontanéité, c'est ce que j'aime. Je vois ça. On va commencer par te présenter avant de parler de JDR directement. Donc Oberon, tu fais du JDR depuis longtemps? Depuis l'âge de 13 ans. Comme je vais boucler ma 45e année, je laisse chacun faire les maths. Ouais. J'ai commencé sur de l'extrêmement basique, puisque ma première partie de JDR, c'était du Star Wars, avec cet odieux système qui consistait à jeter des brouettes de D6, que de bons souvenirs. Allez, il faut bien commencer quelque part. Rapidement, je me suis dirigé vers Warhammer, où j'ai passé pas mal de temps. Beaucoup de parties dans la cour de récré avec des potes, c'est là que j'ai fait mes premières armes. T'avais le temps? Bah, la pause déjeuner, on avait 1 heure dans la cour de récré, surtout quand on commençait à 14h au lieu de 13, on avait le temps. J'en ai fait des trucs. À l'époque, j'étais plus joueur que MJ. Normal, fallait bien que je m'initie. Ouais. J'ai commencé la masterisation quelques années plus tard, notamment avec Vampire, qui a été un de mes premiers gros jeux. Puis, arrivé en fin d'adolescence... j'ai découvert un certain univers qui s'appelle Ambre, d'abord par les livres, pas livres de jeu, donc par Feu Roger Zelazny, pour ceux qui ne connaissent pas, le cycle des Princes d'Ambre, dont je recommande chaudement la lecture, ça se lit tout seul. Et ça m'a donné envie de savoir si un jour un jeu de rôle avait été adapté à partir de ça. J'ai constaté que oui, et ce fut un des très très grands jeux de ma carrière de master. Un des jeux auxquels l'auteur d'origine a participé, puisque là, Zelazny était impliqué dans Absolument, dans l'écriture. T'as fait tes devoirs, bravo. J'ai eu un MJ qui oui, c'est pas impossible que je t'ai tanné un jour avec ça, donc. Mais oui. Vulgic, qui est celui qui a rédigé le JDR, a eu la chance de pouvoir approcher Roger Zelazny et de le faire participer, de le faire superviser la rédaction de tout ce qui mettait en place rapport à l'univers d'Ambre. Ce qui m'a donné une excellente base de travail, que ensuite j'ai lourdement adapté à ma sauce, puisque de mon point de vue, un bon MJ, c'est quelqu'un qui prend le matériau qu'on lui donne et qui le retravaille pour essayer d'en faire quelque chose d'encore meilleur. Il y a toujours de la marge pour de l'amélioration si on se donne la peine de chercher. Ok. Dans la théorie rôliste, on distingue... Alors c'est évidemment un spectre, un curseur, mais basiquement,
deux types de rôlistes, les rôlistes de surface, les rôlistes de profondeur. De ce que je connais de toi, j'aurais tendance à te qualifier de rôliste de profondeur, puisque... Je te remercie, j'aurais mal pris l'inverse. Au final, il y a quand même 4-5 jeux dans ta vie entière qui auront rythmé... J'ai eu quelques grands jeux dans mon existence, oui. Je les ai pas... J'ai trouvé peu d'univers suffisamment satisfaisants pour aller aussi loin que ce que j'avais envie de faire. T'as pas envie d'explorer Sombre? Sombre, tu m'y as fait faire une partie où je me suis fait victimiser en tant que joueur. C'est un jeu où je peux décemment affirmer que j'aurais très peu de plaisir à rejouer en tant que joueur. Pour autant, j'ai quand même apprécié parce que c'est la seule fois où tu m'as masterisé, donc ça méritait le détour. Néanmoins, indépendamment de ça, j'ai pris quasiment zéro plaisir sur le reste. Je veux dire, me faire maltraiter dans un truc qui est fait pour que je ramasse pendant plusieurs heures en sachant que l'issue la plus probable est que je crève. C'est dans le contrat social. C'est pas une question de contrat. Je redévelopperai plus tard si nécessaire. Ah ouais. Tu me demandes de réagir sur Sombre, je réagis. Et à masteriser, je sais que ce serait encore pire. Tu as été suffisamment longtemps mon joueur pour savoir que s'il y a bien un truc que j'ai pas envie de faire, c'est de faire ramasser mes joueurs gratuitement. Et il y a énormément de gratuits dans Sombre. D'accord. Énormément de gratuits. Donc toi et moi, on a joué ensemble pendant plusieurs années, à Ambre, une campagne qui a duré 1 an et demi. Voilà, même. C'est il particulier y a eu un parce que ton prologue, personnage existait déjà avant, mais la campagne elle-même lourde, elle a duré 1 an et demi. Ouais. Voilà, bon, avec un rythme un peu lent de partie, c'est-à-dire qu'on n'a pas joué extrêmement régulièrement, mais bon, c'était des grosses sessions du matin jusqu'au très tard le soir. Je ne connais pas d'autres formats. En tant que master, c'est un des problèmes que je pose à mes joueurs. Vous êtes là pour 12 heures ou vous pouvez rentrer chez vous. Tu parlais de contrat social. Non, mais c'est là que j'ai appris à te connaître et appris à connaître une vision du jeu de rôle. Alors, moi je fais partie de ces personnes qui ont tendance à dire que le jeu de rôle n'a pas réellement de définition claire, puisqu'il y a autant de définitions possibles qu'il y a de rôlistes. C'est quelque chose d'extrêmement protéiforme, ça on peut s'accorder là-dessus. Et donc toi, ta vision est une vision de jeu en campagne, en implication. Autant que possible, oui. Ouais, en longueur. Comment tu veux t'impliquer si c'est trop court? Non, mais en longueur de partie. En longueur de partie, en longueur où vous allez conserver les personnages, en longueur où je vais avoir le temps de les travailler, dans le sens le moins gratuit et le plus noble du terme. Le JDR, selon moi, est une occasion d'explorer des questionnements qu'on ne se poserait jamais dans la vie de tous les jours au travers de son alter ego. Si tu prends un personnage qui va avoir une durée de vie minimaliste et que tu sais à l'avance qu'il va mourir, comme par exemple dans Sombre, pas spécialement pour tirer sur une ambulance, c'est pas gratuit, c'est l'exemple de la soirée. C'est juste pour illustrer. Je sais pas très bien ce qu'on peut en retirer. C'est pour ça que je fais partie comme MJ ou comme joueur, des personnes qui détestent Cthulhu. Je déteste profondément. Je crois même que je déteste encore plus que D&D, faut le faire. C'était pas gagné, mais j'ai joué un peu à Cthulhu, j'ai jamais masterisé. Et j'ai eu 3 persos. Celui qui a tenu le plus longtemps a réussi à faire 2 scénars. Ouais. Qu'est-ce que je veux retirer de ça? Je me suis creusé la cervelle pour créer un personnage. Je m'investis dans un avatar, je le développe, je mets des choses dedans. Et moi, en tant que joueur, tout ce que je vais avoir comme issue, c'est allez, de toute façon, dans 20 heures de jeu grand max, il est fou ou mort. Donc tu ne conçois pas le GDR comme une émulation d'un format. Je reprends moi aussi le Sombre. Sombre, par exemple, on est là pour simuler un film d'horreur avec des victimes. On ne joue pas des personnages, d'ailleurs, on joue des victimes. C'est marqué dans la base. C'est pas que je réfute son existence, ça existe. Ça va plaire à certaines personnes. J'ai pas dit que tu réfutais, voilà. Tu ne conçois pas. Mais est-ce que moi, j'ai envie de m'y investir en tant qu'MJ? Concevoir, oui, je le conçois, ça existe, ça plaît à certaines personnes. Je vais pas à moi de dire aux gens comment ils ont envie de s'amuser. Mais comme tu l'auras compris, en tant que MJ, je suis là pour faire plus que simplement m'amuser. Je veux que ce soit amusant et enrichissant. Et si tu arrives à me dire que d'une partie sombre, tu arrives à choper quoi que ce soit d'enrichissant, alors là, je vais te recommander un très bon psychiatre. Ok. Le jeu, le JDR, c'est un MJ des joueurs?
Ah bah ça, de toute façon, sans joueur, pas de master, et la réciproque est valable. D'accord. Je vois pas comment on peut faire du JDR autrement. Il y a des JDR où la narration est partagée. Ouais, j'ai essayé une fois dans ma carrière de MJ de faire 2 masters. C'était avec ma première grande histoire d'amour qui était... un double master, voilà. Oui. Alors, je parlais même pas de ça, hein, mais oui, vas-y. Qui était elle-même une grande rôliste quand on s'est connus, donc on a essayé. Même jeu, on avait bossé le scénar ensemble à l'avance, on savait où on allait, on connaissait les arcs de campagne. Au bout d'un scénar et demi, c'était un bordel sans nom. Le fait d'alterner les masters, j'étais là, repassé derrière en disant mais qu'est-ce que tu m'as foutu avec tel personnage? Il était absolument pas censé faire ça. Elle arrivait, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ce qui était dans le plan. Bah si, ça donnait lieu à des chocs d'incongruité permanents. Ça a été très instructif. En tant qu'MJ, ça a été une expérience que je regrette pas d'avoir vécue. Plus jamais par contre. Et je te dis ça, c'était avec ma première grande histoire d'amour. J'ose même pas imaginer avec quelqu'un avec qui j'aurais eu des sentiments moins forts. On se serait entretués. Non, moi je parlais vraiment de narration partagée en tant que joueur-joueuse. C'est-à-dire Fiasco, il n'y a pas de MJ. À chaque tour, ou à chaque fois que un personnage prend la parole, il prend le pas sur la narration. C'est-à-dire là, il se passe ceci, là il se passe cela, machin truc. Et chacun est amené à jouer en fonction de ce qui a été dit par les autres joueurs et les autres joueuses. Bon, après, voilà. Ce ne sont pas des jeux en campagne, par contre. C'est rarement... Déjà, j'ai pas de... Ah, déjà, voilà. De mon point de vue, tu as dit le mot à dire. C'est pas des jeux en campagne, ça. Je ne suis qu'un MJ de campagne. Ouais. C'est justement sur la durée, avec des arcs, que ce soit faits pour les personnages, leur donnant l'occasion d'évoluer, d'être confrontés sur des choses qui vont s'inscrire dans le temps aussi long que possible, qu'il va se passer des choses enrichissantes. Si tu es sur le temps court, tu vas faire quoi? Tu vas faire des effets de manche, tu vas faire des coups de mise en scène, tu peux avoir tes réussites. En tant qu'MJ, tu peux faire des effets chocs, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu veux faire de vraiment enrichissant? Oui, des effets de choc, c'est pas trop dur. Sombre ne fait que ça. Vous rentrez dans une cave, non, j'ai pas envie de rentrer dans la cave, je sais que je vais perdre 3 points de santé mentale parce que ça va être un hangar à viande. Ah, c'est un hangar à viande. Si Johan Scipion nous écoute, j'adore Sombre, c'est le jeu que j'ai le plus fait jouer en tant que maître de jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Ne t'énerve pas. Tout va bien. Si effectivement Johan Scipion écoute, Céline, absolument rien de personnel. Tu es un type de MJ, je suis un autre type de MJ. On est juste absolument pas de la même espèce. En ce moment, tu joues à quoi ? En ce moment, je suis en train de masteriser un jeu qui, hélas, n'est plus édité depuis déjà un bon moment. Qui s'appelle Anoé, écrit par Jocelyn Grange. Jeu qui a cessé... Français. Oui, français, Cocorico. Jeu que j'apprécie beaucoup, dont j'ai absolument toutes les extensions. J'ai pas énormément de mérite, puisqu'il a, hélas, pas connu un grand carton populaire et a cessé d'être développé au bout de quelques années. Il n'y avait plus de suivi, il n'y avait plus de nouvelles extensions. Voilà, on est sur quelque chose qui, d'apparence, est... un peu héroïque, fantasy, d'apparence première, ça casse pas des briques, mais il y a davantage de profondeur à l'univers qu'il en a l'air, c'est ce qui le rend intéressant. Ok. Bon, après, moi je voulais repartir sur Vampire, mais j'ai limite eu une insurrection de mes joueurs qui voulaient quelque chose de plus lumineux, donc Vampire devra attendre. Parce qu'un bon MJ doit suivre ses joueurs. Ah, donc il y a le bon et le mauvais MJ ? Ah, ça, oui, on peut effectivement se mettre d'accord. Il y a le bon et le mauvais MJ. Le mauvais MJ, j'en ai croisé énormément. Le mauvais MJ, il voit une situation, il dit lance un dé, et voilà. Le bon MJ, il voit une situation. Ouais, non, mais tu peux me sortir. Son regard. Non, mais tu peux me sortir les inconnus. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Si tu veux que je fasse une définition entre le bon et le mauvais MJ, il y a pas de problème, je peux t'en trouver plusieurs. Un mauvais MJ, déjà, tu vas avoir une catégorie de MJ qui est là pour essayer d'établir qu'il est MJ. Ça fait des très très mauvais MJ. Il est là pour rappeler en permanence qu'il est plus fort que ses joueurs. Et là, tous les MJ qui font ça, je vous regarde dans les yeux et je pèse mes mots en le disant, en vous traitant d'abruti. Vous êtes Dieu. Un MJ est Dieu. Évidemment, vous êtes plus fort que vos joueurs. Vous n'avez pas besoin de leur prouver toutes les 5 minutes. Vous êtes Dieu dans l'univers. Vous voulez leur faire tomber l'Armageddon sur la tronche, vous claquez les doigts, ils tombent. Où est le mérite? Où est l'intelligence? Et accessoirement, où est le divertissement? Ouais. Nulle part.
Donc voilà, ça c'est une catégorie de très mauvais MJ, beaucoup plus courante qu'on ne le 3. On peut hélas en croiser beaucoup. J'en ai expérimenté quelques-uns dans ma jeunesse. Faut dire que tu parlais de Cthulhu, par exemple, l'appel de Cthulhu invite les masters à agir comme ça dans les one-shots. Après, j'ai jamais joué en campagne à l'appel de Cthulhu ou alors en mini-campagne en 3 scénars. De toute façon, je ne connais aucune campagne longue à Cthulhu, même avec un bon MJ. Tout le système, tout l'univers conditionne. Enfin, il est conçu d'une certaine façon, cet univers. Les PJ vont devenir fous ou morts. Ce qui est un peu normal quand tu contemples l'équivalent dans D&D d'un grand ancien. Ouais, t'es censé avoir un problème de santé mentale derrière. C'est logique. Tu vois une créature qui fait la taille de la Terre avec des pouvoirs démesurés. Ça remet fatalement en cause ta question de qui suis-je et qu'est-ce que je vaux. Ok, pas de problème. Mais ça s'arrête là. Et de toute façon, t'auras pas le temps d'aller plus loin. Parce que t'es fou ou mort. J'ai quand même l'impression que le jeu a perdu un peu en odeur de grâce là, depuis quelques années. Il y a une dizaine d'années, c'était quand même le JDR à la mode. Vraiment, on le trouvait partout. On ouvrait une porte, on était sur manuel de Cthulhu. Ah, tu tapais dans une poubelle et il en sortait 12, oui. C'est comme les Skaven dans Warhammer. Effectivement, belle comparaison. Et alors que maintenant, j'ai l'impression que même sur le net, les gens en parlent moins. Je pense qu'il y a aussi l'ère du temps qui joue, dans une époque qui est de plus en plus sombre politiquement, culturellement, sur beaucoup d'aspects. On a plus besoin de... Voilà. Oui, d'accord. Non, mais je ne vais pas alourdir le débat, mais du coup, ouais, t'as vraiment envie de te retrouver autour d'une table avec tes potes pour ramasser encore plus. Je crois que c'est pour ça qu'en ce moment, on trouve beaucoup de boîtes de découverte de Donjons et Dragons, Pathfinder, Donjons 5. C'est des jeux où, a priori, tu vas finir la campagne en étant 20 fois plus puissant qu'au début. Ouais, d'accord. Pour compenser un sentiment d'impuissance dans le quotidien, c'est des jeux qui peuvent s'avérer très gratifiants. Là où dans les années 90-2000, les choses nous semblaient aller bien et du coup on avait envie de... Après, ne nous mentons pas, D&D est toujours resté la grande gamme dominante. Mais c'est vrai qu'il a un énorme vent ces derniers temps. C'est du JDR, D&D ? C'est du PMT. Porte Monstre Trésor, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme. Okay. C'est fondamentalement du PMT. Donc pour moi, le niveau, sur une échelle de 1 à 10, 1 ou 2, JDR. Après, on peut s'inspirer. Non, mais voilà, en tant qu'MJ, je vais pas trouver mon bonheur là-dedans, je vais pas voir ce que je peux faire d'intéressant. Surtout quand ça demande d'être bac plus 4 et d'optimiser son personnage comme un taré et de penser essentiellement à ça, tout le temps de cerveau que tu consacres à optimiser ton personnage, tu le penses pas à optimiser son background, à peaufiner son roleplay. Tu sais que j'ai mené une campagne de Pathfinder ? Tu me l'apprends. On n'en avait jamais parlé. C'était nul. C'était bien la peine de me couper dans ma phrase pour dire ça. On a fait 4 ou 5 scénars et c'était terrible. Ok. Ouais, non, mais oui, voilà. Et puis c'est un jeu qui... qu'est-ce que tu penses de statuettes des petits bonhommes qu'on utilise pour se représenter là, on parle de Pathfinder, de Donjons et Dragons, mais il y a d'autres Warhammer. De quoi, quand tu fous des figurines que j'ai commencé... ouais, moi aussi, quand j'étais petit, j'ai joué à HeroQuest, ouais. Voilà, donc ça s'appelle des jeux de plateau, ça s'appelle pas du JDR. Ok. C'est simple. La distinction, elle existe. Elle a une terminologie, pas pour rien. Il y a une perméabilité quand même. C'est-à-dire que les jeux de plateau deviennent de plus en plus narratifs, de plus en plus impliquants. Narratif jusqu'à quel point ? T'as un plateau, donc t'as un univers fini, tu te le représentes pas dans ta tête, t'as un truc devant toi. Donc déjà, ça me semble beaucoup plus paupérisant. Ouais. On fait moins appel à l'imagination pour se représenter des situations. Et ça va généralement dans le sens de faire du PMT. Pardon, mais ça casse pas trop patin un canard, tout ça. D'accord. Pas pour moi. Si tu as tant aimé l'univers de Ambre, c'est quoi ? C'est parce qu'il n'y avait pas de dés et pas de porte ? Alors, j'avoue que le fait qu'il n'y ait pas de dés, ouais, ça a été un facteur qui m'a beaucoup attiré à l'époque. On joue des personnages qui sont clairement des passe-murailles en plus, donc ils n'ont pas de porte. Ouais, ça dépend de ton pouvoir, mais c'est vrai qu'entre le Logrus, la Marelle, les portes sont rarement un problème. Les trésors n'ont aucun intérêt. Ambre, c'est le jeu qui m'a poussé à monter mon niveau en tant qu'OMJ comme aucun jeu ne m'a jamais poussé à le faire. Il est le plus exigeant que j'ai eu dans ma carrière de MJ. Il n'y a pas de dés, donc l'aléatoire ne va jamais, même en trichant derrière ton écran,
te sauver le coup. Ouais. Jamais. Si tes joueurs utilisent suffisamment intelligemment leur pouvoir, et pour avoir joué à Ambre avec moi, tu sais à quel point les pouvoirs permettent énormément de choses. Les persos sont terriblement puissants, ils ont énormément de possibilités, donc beaucoup de possibilités à l'instant T pour résoudre telle situation. Donc c'est à toi, quand tu te dis cette situation est un obstacle insurmontable, de vraiment avoir calculé toutes les variables pour dire oui, il est vraiment insurmontable. Et des fois, en dépit de tous tes meilleurs calculs, les joueurs te prouvent que tu n'as qu'un cerveau et qu'ils en ont 4 ou 5. Et que oui, c'est surmontable. Boum, révise la moitié de ton scénario en temps réel parce qu'ils ont trouvé un trou dans ton scénario là où toi tu l'avais pas prévu. C'est là que tu es obligé de jouer ton meilleur tennis. Tu es obligé de tout donner en tant qu'MJ. Parce que tu peux pas leur dire non, là vous m'avez cassé mon scénario en plein milieu, je boude. Ça marche pas. Ça, c'est l'autre race de mauvais MJ. On n'en a pas parlé de celle-là encore. C'est le mec, il a prévu son script. Tu dévites son script d'un poil de cul et il commence à faire la gueule. Tu as le malheur de briser son scénario parce qu'il l'a mal conçu. Il veut plus jamais te faire jouer. C'est une autre race de mauvais MJ dont j'ai pour le coup la certitude de ne pas faire partie. Et ça, c'est un des points donc, où Ambre m'a obligé à monter mon niveau. Je pouvais plus me planquer derrière les règles, derrière des facilités en me disant là tel truc, ils sont coincés, ils seront obligés de passer ou par moi j'ai prévu. Non. Ils doivent arriver là. Il y a un point d'arrivée, il y a un point de départ. Et il y a une espèce de zone grise entre les deux. Ça t'a forcé à créer ce qu'on appelle des canevas plutôt que des scénarios. C'est-à-dire, oui, je crois. À la limite, prévoir des points, des checkpoints. C'est ça. Mais maximum, quoi. C'est ça. Okay. Mais entre les deux, tu as une multitude d'embranchements. Pourquoi ? Parce qu'Ambre est infini. Il est infini dans sa conception, il est infini dans les bases mêmes de son univers, vu que c'est le multivers poussé à son paroxysme. Il y a toujours une infinité de chemins pour arriver au point d'arrivée. Donc, tu ne peux pas imposer un chemin à tes joueurs. Tu dois avoir l'extraordinaire plaisir et surprise de voir quel chemin ils vont choisir. Bon, parfois l'extraordinaire déception quand ils font n'importe quoi, mais ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Pourquoi je me sens visé? Ok. Pas toi spécialement. Si t'étais le seul joueur de ma carrière à m'avoir fait un jour n'importe quoi, je te le dirais, mais c'est loin d'être le cas, t'inquiète. Oui, bon, on a toutes et tous le droit de paniquer un jour. Ok, avant Anoé, avant Ambre, c'était quoi? C'était Vampire? Vampire, ça a été mon premier grand jeu à campagne où j'ai fait mes armes. C'est pas le premier jeu que j'ai acheté. J'ai commencé avec Warhammer que je jouais en tant que PJ, mais en fait, j'ai fait le syndrome du mauvais PJ. C'est-à-dire que je me suis payé tous les bouquins pour en savoir autant que le MJ. Voilà. C'était une appétence pour le... Bon, on va dire que oui, voilà. Déjà, Napoléon perçait sous Bonaparte. Ok. Du coup, j'ai assez peu masterisé Warhammer et le premier jeu où j'ai fait vraiment des campagnes qui ont un peu duré, qui ont pu faire quelque chose, ça a été Vampire. Ouais. Un de mes premiers donc grands amours de rôliste auquel j'aimerais revenir sur le tard avec la maturité. Parce que c'est une chose de masteriser Vampire quand t'as entre 16 et 20 ans. Maintenant que j'ai passé le seuil de la quarantaine, quand même moyen. Tu n'as pas retouché depuis 20 ans à Vampire? Non, ça fait 20 ans que j'ai masterisé personne à Vampire. Ok. J'ai pas eu l'occasion, j'ai plus eu de groupe. C'est pour bientôt. Pour l'année prochaine, si tout se passe bien. Inch'Allah. Ok. Parce que là, Anoé, tu me disais avant micro, vous en êtes à peu près à la moitié. Ah bah, on peut plus précisément à la moitié. Je fais des campagnes découpées en 12 scénarios, c'est un format que je maîtrise très bien, et on vient ni plus ni moins de torcher le 6ème. Donc... ça ne déroge jamais 12? C'est mon rythme. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive... Disons que depuis que j'ai 25 ans, en gros, à peu près cet âge-là, et que je me suis imposé à l'avance de faire un joli plan de campagne bien défini, j'ai trouvé que le découpage en 12 était la meilleure des choses à faire. Jusqu'à 25 ans, j'ai eu une grande période où je me reposais beaucoup trop sur mes propres capacités d'improvisation. À partir de 25 ans, je me suis dit qu'il était temps de monter mon niveau et d'être capable de faire quelque chose de plus carré, de plus défini à l'avance. Ma masterisation ne s'en est que mieux portée. Donc oui, jusque-là, je faisais aussi partie d'une race de mauvais MJ, de MJ qui compte trop sur ses points forts et qui ne sait pas essayer de dépasser ça. D'accord. Ben voilà, pour ta conception, ta vision du JDR, sauf si tu as des choses à rajouter. Toujours un milliard de choses à dire, mais... T'as des types de joueurs et joueuses préférés?
Tu sais déjà, un joueur, oui, c'est un joueur ou une joueuse. Alors, une des choses qui m'a toujours, que je me suis toujours imposé au maximum en tant que MJ, c'est d'avoir des groupes mixtes. Pour avoir trop de fois dans ma vie, avoir un groupe où il y a que des mecs, ne nous mentons pas les gars, quand on est tous ensemble, ça finit par empester la testostérone. Et pour avoir eu une fois dans ma vie un groupe exclusivement féminin, je suis désolé mesdames, mais vous êtes au moins aussi lamentables que nous quand il n'y a que vous dans la pièce. Voilà. Donc, groupe mixte. C'est fou à quel point ça nous pousse mutuellement, je sais pas, à nous montrer sous nos meilleurs jours parce qu'il y a le sexe opposé dans la pièce. Je ne saurais dire. Mais ça a toujours eu un impact favorable sur le niveau de jeu de mes joueurs. C'est un fait. Donc ça, c'est un des trucs que je recherche toujours dans l'équilibrage des groupes. En dehors de ça, quels sont les joueurs que je préfère? Grand Dieu. Ceux qui vont s'investir. Parce que une phrase me résume en tant qu'MJ, et je crois que depuis tout à l'heure, tout le monde l'aura compris. Je donne beaucoup, mais je demande beaucoup. Donc à partir de là, j'ai besoin de joueurs qui soient prêts à vraiment s'investir, à consacrer du temps, de l'énergie et de l'imagination. Sinon on n'ira nulle part. Après, bons et mauvais joueurs, j'ai tout eu. J'ai eu des joueurs qui me paraissaient, ou des joueuses qui me paraissaient extrêmement prometteurs, prometteuses, de prime apparence, qui une fois en partie sont révélés terriblement décevants. Inversement, j'en ai eu, j'aurais pas misé un cheval boiteux dessus, et finalement le potentiel s'est révélé au fur et à mesure, et c'est là que garder un personnage dans le temps long est intéressant. T'es contre les campagnes où on change de personnage régulièrement? Vis-à-vis du type de joueur dont je viens de parler, ceux qui ont eu un démarrage un peu long, qui ont mis du temps à trouver leur marque, qui ont mis du temps à apprivoiser leur personnage, si j'avais été quelqu'un qui fait davantage de papillonnant, avec ton personnage va crever, t'attaches pas trop, on passera à autre chose, c'est pas grave. Je sais que les joueurs et les joueuses auxquels je pense là ont un potentiel de rôliste qu'ils auraient jamais pu exprimer autrement. Donc oui, je vais considérer que ce que j'ai fait est meilleur. Ok. Ponctuellement, au moins là-dessus. En dehors de ça, vaut mieux que les joueurs aient un sens suraigu du fair play. Parce que je ne fais jamais rien de gratuit, mais si les joueurs font quelque chose dont j'estime qu'il est cohérent et logique et qu'ils en prennent plein la gueule à cause de ça, je n'ai aucun sens de la pitié là-dessus. C'est l'exemple qu'on pourrait prendre un peu emblématique, c'est dans la campagne d'armes que je t'ai fait jouer, où un des joueurs qui était avec nous, Charles, qu'on salue et qu'on embrasse. Qu'on salue et qu'on embrasse beaucoup, qui n'avait absolument pas mérité que ça lui arrive, a vu son ombre personnelle, donc son monde privé, se faire raser. Je n'ai pas fait ça gratuitement, je n'ai pas fait ça par pulsion sadique, il a juste commis une erreur à un instant T, et la conclusion logique de cette erreur était que son monde en fasse les frais. C'était juste la conséquence inéluctable de ce qu'il a fait. Et franchement, ça m'a fait mal au bide de devoir faire ça en tant qu'MJ. Je me suis fait violence, je voulais pas le faire. Mais c'était ce qu'une masterisation cohérente devait faire. Et s'il y a bien un maître mot que je me suis toujours imposé dans ma masterisation, c'est la cohérence. Donc il va falloir des joueurs qui soient capables d'accepter que des fois, la cohérence, ça fait mal. D'accord, donc t'as dit le mot s'imposer. Tu penses que le MJ, la MJ, doit se mettre des carcans, des règles internes, des limites, des murs, des directives, des œillères Des directives certainement. C'est une masterisation où on ne se donne aucune limite, ça donnera tôt ou tard le syndrome du MJ qui a la crise de toute puissance. Je le sais pour l'avoir moi-même expérimenté. J'ai eu des dérives en tant qu'MJ, quand j'ai fait mes premières armes, j'en suis pas fier. J'ai fait des trucs à vampire, c'était moche. D'un point de vue masterisation, c'était de la merde. Donc évidemment qu'il faut s'imposer des limites et des règles. L'essentiel du travail que je m'impose, c'est mon world building. D'ailleurs pour ça que ceux qui connaissent mon pseudo savent à quel point j'attache une énorme importance au world building dans le divertissement en général, et que je déteste quand on trahit son world building. Voilà. Oui, on parlait de jeux vidéo avant d'enregistrer. Voilà. Oui. Mais si ton world building est bien fait en tant qu'MJ, c'est-à-dire que tu as pris ton bouquin de règles, tu as pris ce qu'on t'en donnait, tu as construit, tu as pris compte des structures, tu as développé tout ce qui doit l'être, les structures de l'univers, les institutions qui vont être dedans, même les personnages, les PNJ que tu as fait et dans lesquels tu as su faire investi, ils ont une pesanteur, ils ont une vie propre. Et à un moment donné, entre deux scénarios, qu'est-ce que tel PNJ aurait fait ?
comment telle institution aurait réagi à certaines des actions des PJ. Ça, c'est dans ces moments de boulot que c'est pas juste moi qui décide comme Dieu. Oh tiens, je vais leur en foutre plein la tronche là-dessus. Je suis content. Non. Non. Il a fait une certaine erreur, le joueur, dont il ne mesurait pas la portée et les répercussions. C'est normal, ça nous arrive à tous. Mais là, la logique et la cohérence font que... Ok. Je t'ai amené, on va changer de sujet, je t'ai amené une petite boîte. Je t'aurais bien dit un cadeau, mais je vais le garder, parce que apparemment ce serait un cadeau empoisonné. Je ne sais pas si tu as suivi récemment, depuis quelques années maintenant, des boîtes comme Black Book Edition, Arcane Asylum ont fait ce qu'on appelle des boîtes de jeux. Des boîtes soirées découvertes. Des boîtes, elles changent de nom toutes suivant l'éditeur. Elles s'appellent soirée jeux de société, soirée. Le mot jeu de rôle apparaît rarement. Là, on a choisi. Déjà, ça commence mal. J'ai choisi Alien, le kit de démarrage. Sur la boîte, rien n'est écrit, mais dès que tu ouvres, la première chose que tu vois, c'est sur le manuel, il y a marqué le jeu de rôle. Bon, à savoir évidemment, comme beaucoup de jeux de rôle de très grosses boîtes, des AAA comme ça, la première page est consacrée au chapitre qu'est-ce que le jeu de rôle. Donc déjà, c'est prendre un peu ces lecteurs, lectrices pour des idiots. Mais bon, je donne mon avis alors que je devais pas le faire à la base. Mais disons qu'au minimum, on les prend pour des bleus. Voilà. Non, ben après, des bleus. Ça s'appelle un kit de démarrage. Tu l'as feuilleté, bon, je t'ai pas laissé beaucoup de temps. J'ai à peine eu le temps de feuilleter 10 pages, mais enfin c'est bon, suffisamment pour voir que c'est un système extrêmement basique, tout est fait pour l'accessibilité. Donc c'est cool. Oui, c'est juste que c'est plus du tout de mon âge, donc effectivement c'est pas le garder. Alors à savoir, notamment Arcane avec Alien a fait plusieurs kits de démarrage, avec plusieurs JDR et des règles qui sont variantes. C'est-à-dire que là, voilà, t'as pas eu le temps de lire le livret en entier, mais dans le livre de jeu, donc dans le livre du meneur, il est écrit à un moment, ce ne sont pas les règles complètes. Il vous faut acheter le livre qui fait 350, 450, je sais pas combien de pages. Ok, donc c'est du phishing. Pour avoir les règles complètes. En même temps, tu as vu l'épaisseur. Hein, non, mais attends, c'est pas pire que d'avoir fait une partie d'HeroQuest et ensuite d'investir massivement dans D&D. Hein. Ouais. Voilà, est-ce que... Bon, la vie en tant que rôliste, évidemment, on n'est pas le public... On n'est pas, pardon, le public cible, je pense que tu... Non, c'est même pas qu'on n'est pas le public cible, là. Excuse-moi de t'interrompre, on parle même pas de la même chose. Voilà. Qu'est-ce que tu penses mettons, toi, tu ne sais rien du jeu de rôle, tu arrives en soirée chez des amis et tu as un pote qui te sort cette boîte et qui te dit ce soir, on va faire un jeu de société, mais un peu particulier. Et il te sort ça. J'en sais rien. Déjà, m'imaginer de rien connaître au jeu de rôle, je t'avoue, ça me demande un effort d'imagination qui est très développé. Bah, t'es pas censé être un... Je suis un excellent rôliste, mais essayer d'imaginer, de me souvenir comment je pensais quand j'avais 9 ans, ça fait un peu loin quand même. Voilà. Non, en fait, là où je veux en venir, c'est que c'est très compliqué, je pense, d'atteindre un niveau idéal de... Parce que, en fait, moi, je l'ai lu et je me suis dit, qu'est-ce que c'est complexe. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Ce truc-là est censé servir quoi, de porte d'entrée au JDR pour ceux qui n'osent pas initier directement au JDR. Alors, vous voulez des jeux pour faire de l'initiation au JDR? Il y a plein de jeux qui ont des systèmes super accessibles. J'ai fait des initiations au JDR avec Vampire. J'ai fait des initiations au JDR avec Ambre. Dieu sait que c'est simple vu qu'il n'y a pas de dés. Il n'y a pas plus simple. Voilà. À la fois, il n'y a pas plus simple et en même temps, il n'y a pas plus compliqué. Mais si tu veux faire comprendre l'essence du JDR à quelqu'un, qui est avant tout d'incarner un alter ego, c'est quand même ça le truc important. Tu ne te joues pas toi-même, tu joues quelqu'un d'autre. Et tu dois penser comme une autre personne. Je sais pas très bien si c'est la peine de couper les cheveux en 12 et de commencer par des trucs qui sont hybrides, etc. Ça, c'est un sympathique jeu de société de mon point de vue. J'ai rien contre, hein. J'ai joué au Mystère de Pékin quand j'étais petit, moi aussi, ou à Risk. Mais pour moi, c'est au même niveau. Je me contrefous de savoir qu'on essaie de faire semblant de mettre un système. C'est pas tellement plus compliqué que le Risk, ce machin.
Et surtout que le système n'est adapté qu'à ce scénario qui est fourni dans cette boîte. C'est-à-dire que si tu achètes un autre Là, kit par de contre, démarrage, ça ne fonctionnera pas. Par contre, oui, la dimension d'hameçonnage commercial, je la vois bien. Et ça, C'est j'aime marrant, pas. hein. C'est un peu... Bref. Enfin bon, je suis un peu agacé de voir ça. D'autant que, on le sait très bien, mais c'est la règle des 20-80, mais pas dans le sens du commerce. C'est juste que 20% des rôlistes vont faire 80% du chiffre d'affaires de toutes les boîtes. Et en fait, cette boîte, elle ne sera pas vendue à des découvreurs, à des néophytes. Elle sera vendue à des complétistes. On joue beaucoup le système commercial rôliste, surtout les grandes franchises, joue énormément sur la pulsion de complétisme. Je veux dire, je peux vanter les mérites de Vampire en tant qu'univers, mais excusez-moi, si je dois commencer à massacrer White Wolf pour sa politique commerciale depuis 30 ans, il n'y a aucun problème. Je vais leur tailler un costard, ils vont prendre cher. Parce que les extensions, et je me sens obligé de prendre le guide de New York, parce que vous comprenez, j'ai déjà le guide de Los Angeles, donc il me faut aussi la version côte Est. Et Indianapolis, tu l'as ? Non, je l'ai pas celui-là, je sais pas s'il est sorti. Oh la vache, tu titilles mon complétisme là, c'est horrible. Je pense que quand on va partir... Non, c'est évident que ce sont des pratiques commerciales totalement abusives. On a certains suppléments qui sont vendus au prix fort. Enfin, là, j'ai pris 2 extensions sur la nouvelle variante, donc 5e édition de Vampire. J'en ai un qui fait quand même 70 pages de moins que l'autre, qui est vendu exactement au même prix. D'accord. Excusez-moi, mais là, je pense que je vais sortir la classique. D'habitude, on m'embrasse avant de me baiser. Et c'est quoi ? Il y a des scénars dedans ? Non, c'est en fait. 2 factions, parce que je n'achète plus des scénarios depuis très longtemps, je les fais moi-même. Non, c'est des guides de factions, sauf qu'une faction qui est vachement plus pauvre, parce que le sabbat est complètement tombé en désuétude dans la 5e édition. Donc l'extension au sujet du sabbat coûte aussi cher que celle qui parle de la Camarilla, sauf que la Camarilla et les Anarches sont devenus beaucoup plus importants. Enfin, la Camarilla a toujours été dominante, elle est déclinante, mais elle reste très importante. Les Anarches, eux, on le voit en poupe, donc ils ont un gros supplément. Et le sabbat s'étant pris baffe sur baffe depuis 20 ans. Ils ont une extension rachitique, avec très peu d'infos à leur sujet, vendue quand même au prix fort. D'accord. Donc c'est clairement une pratique commerciale abusive. Ouais, pour les complétistes. Ok. Comment on le justifie, ça, que les changements entre éditions ? C'est parce que, en gros, il y a une histoire réelle, en dépit de tout ce que feront les joueurs. Disons que, les joueuses. Alors, dans un jeu comme Vampire, et Dieu sait que j'aime pas les jeux qui ont 18 éditions, je suis obligé de dire que les éditions multiples, pas toutes, hein, certaines étaient vraiment très gratuites et servaient juste à faire du pognon. Toulouse, on est à 7. Toulouse n'a aucune excuse. J'ai pas vu la différence entre la 6 je sais pas et si la 7. Je peux essayer de trouver les mêmes excuses à Toulouse qu'à Vampire, parce qu'il y a quand même une chose qui, par rapport aux années 90, a considérablement changé et a un impact direct dans ce genre de personnage, la technologie. Et donc, comment elle va impacter le jeu, y compris au niveau systémique et institutionnel. Dans un jeu comme Vampire, quand dans les années 90, on me dit que les agences de renseignement de par le monde ne sont même pas au courant que les vampires existent, je me dis que c'est une belle bande de blaireaux, mais je veux bien avaler la couleuvre. Quand on me dit que maintenant, avec les technologies modernes, le fait de l'hyperconnectivité, le fait que tout le monde est filmé ou enregistré partout en permanence, bah ça y est quand même, ils ont réussi à faire que 1 et 1, ça fait bel et bien 2. C'est une évolution qui aurait pu arriver avant, mais elle est justifiée, et du coup, ça fait une évolution institutionnelle, ça fait une évolution d'enjeu, ça permet d'autres arcs pour des campagnes potentielles. Ok, je comprends qu'on fasse une réédition du jeu, le paradigme n'est plus le même. Ça a été bien géré, ça, d'ailleurs, selon toi ? Ce qu'ils appellent la seconde inquisition, c'est-à-dire les nouvelles agences de renseignement qui sont au courant de l'existence des créatures surnaturelles, ouais, c'est certainement le truc le plus sexy de la dernière édition. Ok. Bon, le reste, c'est juste le sabbat s'est ramassé. Bon, j'aurais pu leur dire ça en 1991. Ils partaient très mal quand même. La Camarilla a fait tout pour perdurer. Oui, ce qu'elle fait depuis 1000 ans, effectivement. Merci pour les infos. Ça évolue beaucoup. Et les Anarches ont profité du vide, parce que la nature a odeur du vide, et ils ont rempli tout l'espace qui se libérait à eux. Voilà.
Non. Ok. Le changement le plus intéressant, ça reste que les humains ont évolué. Ok. Bon, moi je verrai bien ça dans quelques mois. Oui, tu vas y passer l'année prochaine. Tu vas te prendre toute une bande de mecs de la DGSI au cul, ça va être bien. Ah, on va jouer en France? Écoute, a priori, oui. Hormis si j'ai tous les joueurs qui me regardent avec des yeux de chien battu et qui me disent s'il te plaît, on joue à l'étranger, j'ai tendance à le faire à domicile. Je vais jouer dans l'Angleterre de 1943. Va mourir. Sympa. Ok. Bah écoute, là je n'ai plus d'autres questions à te poser. Ça reviendra peut-être dans la soirée, peut-être qu'on rebranchera la table. Ouais, d'accord, si tu veux faire un 3e round, du coup. Merci beaucoup. T'as des trucs à dire sur le jeu de rôle? Jouer au jeu de rôle? Toujours 1 milliard de trucs à dire. Juste ce que je te disais avant qu'on enregistre, alors je vais redire cette phrase-là, je la lâche souvent. Le jeu de rôle est le seul divertissement qui, à ma connaissance, permettra à une personne de se poser des questions et d'y trouver des réponses dans un cadre ludique qu'elle ne se poserait jamais dans la vie de tous les jours. C'est ça qui fait que c'est une grande passion pour moi, c'est ça qui fait que c'est la plus grande passion de ma vie, le JDR. Une passion malheureuse vu qu'elle ne m'a jamais rapporté un centime, mais une grande passion tout de même. Voilà. Et t'en as coûté en plus. Et c'est pour ça que je ne peux croire qu'à une forme de JDR où on s'investit au maximum pour en tirer toute la substantifique moelle. Le jeu de rôle aurait pu sauver le monde? Oh. Non. Au mieux, le jeu de rôle est un révélateur de notre monde, un catalyseur pour montrer des choses. Aurait pu, hein, pas. Voilà. Pas Non, pourri. sauver le monde avec le jeu de rôle, tu parles. Hein, déjà que dans la vie de tous les jours, je vois plein de gens succomber à la pulsion de toute puissance, alors avec le jeu de rôle, on est foutu. Non. Ok. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Oberon. J'ai révélé ton prénom tout à l'heure. Ouais, j'ai vu, tu me vires ça au montage. Pardon, mon grand MJ. Allez. Il y en a un qui a peur pour sa fiche là. À bientôt.